sommes Alix et Apolline, en dernière classe d'hôtellerie à Saumur. Nous allons interviewer Monsieur Stickler, professeur de cuisine, pour parler de la cuisine au Moyen-Âge et à la Renaissance. Buongiorno, siamo Alix e Apolline nell'ultimo anno del liceo Sadi Carnot Jean Bertin a Saumur. Andremo a intervistare i nostri professori di cucina del liceo alberghiero di Saumur e per spiegare un po' l'influenza della cultura italiana nella cucina e nella sala nel Rinascimento. Donc, de quoi se contentait la population française d'un point de vue culinaire durant la période de la guerre de 100 ans? Alors c'est vrai que la guerre de 100 ans donc, se déroule pendant la période du Moyen-Âge et les véritables traces écrites, les sources écrites se retrouvent à travers en fait 4 grands ouvrages. Le premier c'est le viandier de Taïwan, le second c'est le vivandier, dérivé donc du viandier, le ménager de Paris, la Libère des coquinats et enfin Maître Chicard, dont le thème est du fait de cuisine, qui est surtout un ouvrage à destination des cuisines royales et princières et des monastères. Alors c'est vrai qu'il est difficile de trouver traces écrites de la cuisine paysanne à cette époque, puisque les paysans ne savaient ni lire ni écrire. Donc on transmet donc surtout chez les paysans la cuisine par mimétisme, c'est-à-dire avec les gestes. Les documents, donc les livres, le viandier, la Libère des coquinats, se trouvent donc plutôt chez les nobles, puisqu'ils savent lire. Voilà. Alors c'est qu'on trouve principalement comme ingrédient le pain. Le pain est le principal élément du Moyen-Âge. On trouve aussi la viande, le bœuf, des volailles et des œufs, principalement. Le porc et le gibier étaient consommés. Bon, le porc très peu, puisque c'est un animal sur lait. Donc, à l'époque, on ne mangeait pas. Et les volailles et le gibier étaient surtout utilisés dans les demeures nobles, c'est-à-dire les châteaux. Donc, voilà principalement. Peut-on dire que l'influence italienne à la fin de la Renaissance a révolutionné la gastronomie? Dans quelle manière? Possiamo dire che l'influenza italiana alla fine del periodo del Rinascimento è una rivoluzione per la gastronomia. In che modo? Alors c'est vrai qu'à travers les premiers contacts des Européens donc avec l'Asie, depuis la découverte de l'Afrique subsaharienne, suivi l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, on trouve donc de nouvelles denrées sur le marché français, qui est arrivé notamment par les Méditerranées. Donc la Renaissance est surtout vécue comme un passage d'une époque plutôt sucrée-salée à une époque plutôt raffinée, notamment avec l'arrivée du beurre. Donc c'est plutôt un déclin du sucré-salé à cette époque. De nouvelles techniques apparaissent, notamment donc avec le beurre et le saindoux, et puis une évolution surtout des techniques culinaires et notamment des arts de la table. Alors c'est vrai que les recettes sont surtout apportées d'Orient, d'Asie et notamment d'Italie, et c'est plutôt aux alentours du XVIe siècle. Donc la France, comme on peut dire, siècle de Médicis, et les Florentins donc, révolutionnent l'art culinaire français. Donc c'est donc la fin du sucré salé à cette époque et l'apparition notamment du beurre. Vous avez étudié en détail les plans d'un tourne-broche conçu par Léonard de Vinci. Pourriez-vous expliquer le mécanisme de cet équipement? Alors le mécanisme, je vais le résumer, c'est assez complexe. Donc il y a un poids qui retombe, et donc c'est la chute du poids qui est le moteur du tourne-broche. Donc celui-ci tourne grâce à un barillet. Donc la corde s'enroule autour du barillet et donne un mouvement en fait à la grande roue. Donc c'est une roue d'engrenage qui fait tourner en voie d'angle, qui fait également tourner d'autres roues. La tourne-broche possède donc une hélice, et l'hélice freine en fait la rotation du poulet ou de la volaille sur la tourne-broche. Donc voilà résumé
résumé assez Des mécanismes. facile du tour de broche. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Grazie di tutto. Merci beaucoup.